C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais c'est plus intime un peu comme ça. Ouais, Mais tu as le monde entier après. C'est plus familial s'il n'y avait pas des images. Non, mais je voulais dire que ça, par rapport à la mobilisation de la société civile française, c'est sûr qu'il y a probablement un problème de génération aussi. L'autre jour, je me promenais sur les plages de la Seine. Il y a des affichages de caricatures, des prix de la mairie de Paris sur des caricatures des lycéens, des collégiens et des adultes et des étudiants. Il y a 40 prix présentés sur les berges de Seine, dont pratiquement 6 sur la série, y compris des collégiens français. Ça veut dire des collégiens qui ont donné pour le concours, qu'ils ont donné des caricatures sur la série, dont un a été sélectionné toujours parmi les 3 premières. Et donc il y a quand même du travail dans les écoles et dans les lycées et dans les universités, même si on s'en rend compte sur le plan général de la société française, parce que je pense aussi que la violence est inouïe et les gens sont un peu dégoûtés par la terreur qui a été imposée de toute façon par le régime. C'est une terreur extrême. Ça veut dire bombarder des quartiers, envoyer des scuds, les gens ils sont terrorisés, ils n'arrivent pas à en parler, ils en sont plus ou moins dégoûtés parce que tellement la violence est énorme. Mais il y a quand même une mobilisation civile qui existe de temps en temps. Il y a plein d'associations qui travaillent. L'autre jour, on a assisté aussi, parce que je voudrais parler aussi des camps actuellement de réfugiés syriens. Il y a quand même un travail des associations syriennes qui est très impressionnant sur les ateliers artistiques dans les camps des enfants syriens en Turquie, en Jordanie, parfois au Liban, mais même si c'est plus difficile. Mais ces associations individuelles, où ils ne sont pas institutionnalisés, il n'y a pas d'encadrement, ils arrivent à faire de la création artistique en Syrie avec des ateliers qui sont comparables aux écoles françaises dont elle a parlé avec sa fille qui fait des ateliers dans des écoles en France. Mais quand on voit leur travail et leur résultat de travail est parfois diffusé, même aussi des pièces de théâtre, et même leurs travaux, ils sont exposés à Paris, à côté de la Bastille, sur l'exposition de 2024. C'est quand même un travail très impressionnant. Et on voit que les enfants, même les plus petits, ils ont envie de créer et de travailler sur des choses artistiques, y compris dans les camps, s'il y avait la possibilité de le faire éventuellement avec des gens qui sont un peu entraînés, qui sont un peu encadrants. Moi, ma question, c'est aussi sur la préservation de cet héritage et la possibilité de faire de la documentation quand on entend parler que la plupart de ces œuvres-là sont exposées et diffusées sur Internet, et quand on entend parler que Facebook, parfois, il efface des pages entières des villages et des villes en série avec tout l'héritage qu'il y a dedans sur ce qui a été produit sur le plan de la poésie, de la lecture, de la création artistique et des films depuis 3 ans, et ça disparaît. D'un seul coup, Facebook décide de supprimer une page et ça disparaît. Est-ce qu'il y a vraiment des institutions, entre parenthèses syriennes, qui ont eu la possibilité de faire préserver l'histoire éventuellement dans l'évolution? C'est sûr qu'il y a un travail, mais il y a une chose, je me souviens très bien, une fois j'ai fait une exposé sur l'évolution, c'était à l'école des hautes études ici à Raspail, sur l'évolution des YouTube, des petits films. Comment au début un garçon portait ça en courant et on voyait à peine une image, c'est le son qui est là, et comment ils ont commencé à travailler sur le cadre, à raconter, à donner des informations, c'est-à-dire sur cette évolution. Et il y avait, puisque c'était avec des élèves, il y avait quelqu'un qui m'a posé la question, et les droits d'auteur. Alors, c'était justement, j'ai rigolé parce qu'à l'époque, c'était au début de la Révolution, on était dans la terreur terrible. On n'arrivait pas à croire qu'il y a eu des morts et des martyrs et une violence sans limite du régime. Et j'ai répondu, l'auteur, il veut rester vivant pour l'instant. C'est ça son droit et c'est ça son but, de pouvoir continuer à vivre et à nous passer des images. Donc ils effaçaient, les auteurs, ils effaçaient leurs traces parce qu'il ne fallait pas qu'on sache c'est qui envoie ces images à l'époque. Maintenant, les choses ont changé. Mais c'est vrai qu'il y a une grande question par rapport à ce qu'on garde, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait maintenant, c'est aussi pour faire passer les informations, c'est aussi pour capter ce moment dans
dans un cadre et de le sauvegarder et de le faire diffuser. Mais aussi c'est pour l'avenir, pour nos enfants, pour les générations et pour les autres peuples, pour les autres révolutions. C'est-à-dire c'est des choses qui doivent exister pour après. Donc c'est une question importante, comment on peut garder tout ça. Moi je sais qu'il y a maintenant il y a des grandes sociétés qui s'occupent de ça en Turquie et au Liban et qui protègent tout. Mais en même temps, malheureusement, il y a eu un abus, c'est-à-dire il y a les télévisions qui ont profité, et surtout les télévisions et les européennes et les télévisions arabes qui ont profité de ces images. Ils ont tout diffusé sans respecter les droits d'auteur, sans donner de l'argent aux jeunes, sans demander les autorisations. Ça, c'est sûr, pendant les 3 ans, ils ont abusé de tout ça. Mais en même temps, il y a des sociétés qui prétendent avoir les droits et qui gardent et qui font des archives parce qu'ils ont les moyens, ils ont de l'argent. Donc, ils n'achètent pas des jeunes, mais ils gardent ça pour eux et ils mettent leur logo et ça devient la propriété de telle société. Je cite comme Al-Sham, par exemple, qui ont les moyens et qui arrivent techniquement à sauvegarder et à protéger tout ça, mais sans passer par le trajet il faut avoir l'autorisation, il faut payer, Et après, quand tu veux utiliser, tu payes à eux, mais eux, ils ont eu tout ça gratuitement. Ça, c'est au niveau image. Mais il y a plein, malheureusement, il y a plein maintenant des ONG, des trucs qui sont en Turquie et au Liban surtout et en Jordanie, qui font du travail dans ce genre et qui ont beaucoup d'argent pour faire ça. Et on ne sait pas après, ça va être sous le contrôle de qui et avec les autorisations de qui. Parce que les jeunes, ils n'ont jamais pensé à se protéger et parce qu'ils avaient le souci de rester vivants et pas d'avoir les droits d'auteur et tel et tel. J'ai travaillé sur la Syrie en 2001. Je présente pendant les rencontres d'art un travail revisité sur la Syrie. Et concernant les droits d'auteur, effectivement, c'est un point, à mon avis, qui peut être très intéressant à réfléchir parce que en France, on a développé une société d'auteurs indépendants, la SAFE, et elle est accessible à tout le monde. En fait. Quand vous êtes membre de cette société en prenant un ticket d'entrée. Donc, en vous entendant, j'ai pensé à une chose qui pourrait effectivement être intéressante pour, en fin de compte, l'usage des photographies. Ce serait créer, sous la forme d'un collectif ou peut-être d'une association des créateurs syriens, de prendre une adhésion à cette société française qui, effectivement, respecte à la lettre et qui va gérer les droits collectifs, sous forme collective. Donc, à partir du moment, si vous voulez, il n'y a plus de déclaratif, il faut simplement, en fin d'année, faire une déclaration de toutes les vidéos, de toute la production d'images sous ce couvert, donc sous cette adhésion, et vous allez récupérer en fin d'année un pactole, je dis vraiment un pactole, une somme d'argent qui vous sera automatiquement reversée, qui permettra éventuellement d'aider à la création, voilà, de continuer, tout simplement. C'est une astuce, j'y ai pensé à l'instant quand vous parliez, parce que moi je suis confronté évidemment. Vous savez, il n'y a pas que malheureusement, on est pillé aujourd'hui par l'usage de nos propres productions via Internet ou autre. Bon, moi ça ne pose aucun problème, du moment que c'est diffusé, ça me va. Mais en termes de récupération, effectivement, on a vécu, les photographes entre autres, je parle de ce que je connais, on a vécu de nos droits d'auteur il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est peanuts. Hein, c'est-à-dire que même avec une agence, on a du mal à récupérer. Donc ça peut être une astuce pour... Et c'est juste pour les photos ou pour les images? Non, illustrateur. En fin de compte, je vous donnerai les coordonnées, ça peut être effectivement une piste très intéressante. Il peut y avoir plusieurs adhésions. Les illustrateurs, les photographes, les vidéastes, etc. Voilà. Très bien, on va suivre ça. Je pense que ça peut être une très très bonne piste qui, en plus c'est très simple, c'est un bordereau annuel déclaratif pour la télé, pour Internet, pour la presse. Donc il suffit simplement de dire on a vu passer une image, on a vu passer une vidéo, et c'est sur, je
veux dire, la bonne foi de chaque déclarant. Donc voilà. Bon, Et ça tombe dans les droits collectifs. Et c'est, si vous voulez, c'est la loi qui parle de la copie privée, vous savez, c'est Oui. justement qui permet de récupérer de l'argent qui échappe au... Une question, on se rend compte depuis maintenant quelques mois qu'il y a un essoufflement. Quand je dis essoufflement, on se rend compte par exemple sur Facebook, quand il y a eu cette explosion en 2011, justement de créateurs qu'on ne connaissait pas, qui eux-mêmes ne se reconnaissaient pas, comme disait Mariam, qui n'osaient pas justement. Et là, bon, on le comprend, c'est évident, il y a une telle barbarie qui s'est abattue sur le pays, il y a du découragement, bien sûr. Nous, on est ici dans notre petit salon, on est bien au frais, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement? Mariam parlait tout à l'heure de ce malaise entre rester ici, rentrer dans les camps, peut-être en Syrie, etc., etc. Et justement, comment peut-on aider tous ces jeunes créateurs, tous ces jeunes artistes potentiels, tous ces voilà, à poursuivre, à reprendre un second souffle. On a parlé des camps de réfugiés, bien sûr, il y a des associations qui mènent des travaux, des actions extraordinaires, par exemple Atari et Shakespeare, enfin bon, voilà, etc., etc. Est-ce que vous avez des idées, des pistes, des actions que vous menez déjà, ou que vous comptez mener? Nous, Ila Souria, on a une petite modeste action, je vais encore en parler, encore la placer. C'est ce projet d'université populaire syrienne, c'est de dire voilà, comment trouver ces liens, ces réseaux qu'on a déjà, pour pouvoir entrer, on parle surtout de la Syrie, des territoires libérés, entre guillemets, les camps aussi, mais bien entendu, surtout pour arrêter cette hémorragie humaine, quoi. Ceux qui restent, ceux qui résistent sur le terrain, comment les accompagner, comment être avec eux. Donc voilà, si vous pouvez nous donner des pistes. En fait, moi, j'ai plusieurs études, des projets comme ça, à peu près, et c'était l'idée principale vraiment de rendre l'action artistique, il fait vivre. Ça veut dire il faut que ces gens-là qui dessinent, ils auront de l'argent après pour qu'ils s'engagent et qu'ils dessinent et qu'ils s'améliorent leur travail. Mais s'ils dessinent tout le temps pour être amateurs, ils vont jamais aller vers la professionnalité et à un moment donné, ils vont abandonner parce que aider. Alors, je pense que ce qu'il faut vraiment maintenant faire, ce qu'il nous a proposé, faire une sorte qu'il y aura le droit d'auteur déjà. Après, essayer d'exposer à des gens qu'on ne connaît pas. Ici, c'est très bien ce qui s'est passé à l'ICI, mais c'est très bien que les artistes exposent ici, mais c'est des artistes qui sont... Il y a la plupart c'était mes profs en Syrie. Alors je les connais, ils sont déjà très célèbres, ils sont déjà très professionnels, très intéressants. Des choses comme ça, c'est très intéressant qui se passe en France, mais pour moi, 3 mois pour les mêmes artistes, c'est peut-être un peu beaucoup pour une seule ville. Alors ça aurait été peut-être bien de partager le lieu. De partager les lieux avec des artistes intéressants, collaborer avec des artistes jeunes qu'on ne connaît pas du tout, qui sont signés peut-être anonymes, de peut-être essayer de les mettre en vente juste pour ces gens-là, de les mettre en vente pour ces gens-là, ressentent à un moment donné qu'ils ont un reçu d'argent à quelque chose qu'ils ont fait. Et ça leur encourage beaucoup de continuer et de dire oui, l'art peut être mon métier, l'art peut faire que je gagne ma vie. Sinon, après, il faut aussi aller dans le domaine de sculpture et dans le domaine de résine, tout ça. C'est encore plus grand, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut leur aider aujourd'hui. Je voudrais donner une petite précision quand même. Quand on parle de création artistique, par des artistes, donc, il y a un problème de définition. C'est quoi un artiste, hein. C'est, à mon sens, c'est des gens qui s'expriment selon certaines techniques, selon certains moyens, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et très souvent dans les camps, notamment avec les enfants, ce besoin qu'il y a de s'exprimer par le dessin, c'est parce qu'il n'y a pas de mots. Les mots ne sortent pas, ils ne peuvent pas. C'est bloqué, hein, ils sont sidérés au sens propre. Et donc il y a ce besoin-là. Un artiste, pour moi, c'est un peu la même chose. S'il est dans les arts vivants ou dans l'image ou dans la musique ou autre, c'est parce que c'est sa manière à lui de pouvoir exprimer ce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que le plus simple à faire, c'est de dire par les paroles qu'on a appris étant petit ce qu'on pense. Mais il y a tellement de cas où la situation ou bien la personnalité
font qu'on ne peut pas s'exprimer autrement que par l'image, que par la musique, que par le théâtre, que par ou la poésie, etc. C'est un besoin. Si ça n'est plus un besoin, il y a peu de chances que ce soit un acte artistique, premièrement. Et deuxièmement, cette production artistique, si elle ne provoque pas sur celui qui l'entend ou la voit quelque chose, c'est que il passait à côté, ou bien bon, ça rentre dans le domaine de la décoration ou de choses tout à fait respectables, mais qui ne sont plus de la création artistique, qui sont de l'utilisation artistique. Je me souviens toujours d'un enfant, puisqu'on parle de nos enfants, de ma fille qui avait 10 ans ou 12 ans. Elle était allée voir une pièce de théâtre, et en sortant, je lui dis alors, elle me dit je suis pareil en sortant. C'est-à-dire, c'était pas désagréable, c'était bien, mais ça n'a rien changé à sa manière de voir. Or, on peut tous voir que la manière de filmer avec les mobiles, avec les portables, les trucs flous, pas précis, etc., a changé beaucoup de choses, y compris ici. La manière de pouvoir comprendre les images, de recevoir les images, de les comprendre. Il y a eu tout un changement qui est valable pour le monde entier. C'est pas uniquement la Syrie, c'est d'une façon générale du fait des nouvelles techniques de photo, des nouvelles personnes qui s'en servent. C'est-à-dire, on peut le dire qu'ils ne sont pas professionnels, mais ils peuvent le devenir. Mais du fait qu'ils ont commencé comme ça a changé beaucoup de choses. Alors, il y a eu des prémices, il y a eu des tas de choses, mais c'est un fait. Et à partir de là, il se construit d'autres choses. Et après, la professionnalisation, les droits, la diffusion, le respect, etc., ça entre en compte. Ça doit se faire avec toute l'expérience qui a été faite ailleurs, parce que ça ne vient pas tout seul. Et il y a tout aussi ce qu'on disait, la construction de la mémoire. Pendant des années, la mémoire a été effacée. Il y a une reconstruction de la mémoire et une crainte que la mémoire qui commence maintenant, là, depuis 2011 avec cette révolution, soit disparue. C'est donc l'archivage, le contrôle des archives, etc. Il y a tout ça qui fonctionne ensemble. Juste un petit complément sur la façon dont vous définissez l'artiste. Moi, il me semble qu'il y a une chose, et c'est intéressant, parce que moi je suis français et je suis absolument, totalement, je veux dire, je me sens syrien, je me sens, je connais le pays évidemment, c'est une douleur, on va dire, du quotidien pour moi, je le vis vraiment comme ça, mais c'est la dimension universelle qui me semble fondamentale. Oui. Il ne faut pas oublier, et c'est peut-être là qu'effectivement l'art est quelque chose qui peut aller au-delà des cultures, des origines, des frontières, etc. Et moi je pense que, mon travail moi je suis photographe au départ, mais bon, je fais un travail, on va dire, un petit peu plus ouvert, plus plasticien aujourd'hui. Je retravaille sur des photographies faites qui sont de l'ordre de la mémoire des lieux qui sont aujourd'hui détruits, disparus, etc. Les lieux, ils sont construits par les gens qui ont vécu, les paysages sont construits par les paysans qui les ont tracés, les troupeaux, etc. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu en Syrie en 2001. J'étais officiellement pour la visite du pape et j'ai fait le pays, j'en ai profité parce qu'il y avait une fenêtre effectivement d'ouverture à la liberté. Je savais très bien où je mettais le pied. Ça a très mal commencé quand je suis arrivé le matin à l'aéroport. On a voulu me bloquer, j'ai tracé. Bon, voilà, en gros, je savais que je rentrais dans une prison, pour dire les choses. Voilà, je l'ai senti physiquement. Donc j'ai dit, j'en profite. J'avais des possibilités d'aller un peu partout. Et je l'ai senti partout, mais j'ai senti en même temps cette liberté incroyable. Les gens me regardaient. Je travaillais à la chambre photographique, je travaillais partout avec un voile noir. Vous imaginez ce que ça représente. Oui. Et c'est absolument incroyable. Et les gens venaient me voir, les militaires venaient me voir. Et on discutait, il y avait une relation, il y avait quelque chose. Donc cette dimension universelle, je pense qu'elle est absolument inaliénable et l'œuvre d'art. Voilà. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas, quand on voit les débats qu'il y a eu avec le Louvre, je veux dire, on installe un musée entre parenthèses français qui n'est pas français, c'est un musée universel évidemment. Moi je suis très fier d'être français par rapport à la culture, ce que je tiens à dire, et donner ça au monde, de redonner ça au monde, c'est extraordinaire. Donc je crois que l'artiste... Vendre, pardon ? De vendre. Alors là je suis d'accord avec vous, en n'étant pas d'accord avec ça. Parce que c'est pas donné. Non, mais juste
justement. Mais ça n'empêche. Oui, mais ça, on est toujours, vous voyez, On y est toujours. On est toujours pris là-dedans. On est toujours pris là-dedans. Donc je pense que justement, la grande liberté de l'artiste, c'est de sortir de ça. Si on commence à parler Chine, moi je monte une expo, j'ai pas de sous pour la monter, mais je la monte. Je trouve des gens qui m'aident, etc. Voilà. L'artiste, il a aussi cette capacité à fédérer autour de son travail, d'avoir une réponse, d'avoir justement, on parlait des réseaux sociaux et de Facebook. Moi, je suis sur Facebook à longueur de temps, genre je balance sur la série, sur ce que je récupère à droite à gauche, etc. Et autour de moi, ça énerve mes amis. Je me dis, mais c'est pas possible, ça suffit, quoi. On en a marre, etc. Et j'en rebalance. Les gens rebalancent. Et en fin de compte, non, mais c'est ça le truc. Et aujourd'hui, je me rends compte au bout de effectivement 3 ans qu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent mais c'est incroyable ce qui se passe. Je dis oui, bien sûr c'est incroyable. Mais vous n'êtes pas conscient parce que effectivement, vous savez le problème de la mémoire il est partout. Hein. On a un problème en France avec la guerre d'Algérie qui est toujours pas réglé. Hein. Quand j'en parle autour de moi, les gens me disent mais ça suffit, etc. Mais ça suffit. Ça suffit, oui. Ça suffit de ne pas en parler, effectivement. Voilà. Et ce que j'entendais tout à l'heure, c'est très juste. On est tous pris dans des phénomènes de sidération. Oui. Dans nos familles, moi j'ai une histoire particulière avec la guerre d'Algérie. Dans ma famille, je n'arrive pas à faire sortir, à libérer cette parole. C'est absolument incroyable. Il y a un outil, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cachet et qui ne sort pas. Et moi je travaille là-dessus. Donc l'artiste, c'est ça. Il va travailler son propre matériau personnel, mais il va travailler aussi dans l'universel. C'est-à-dire il va travailler une œuvre qui est, vous avez raison dans ce que vous avez dit sur une œuvre, elle doit bouleverser, elle doit changer la personne qui la regarde, l'œuvre doit effectivement, si elle est juste et si elle est puissante, voilà, sinon ça n'a aucun intérêt. Je crois que c'est une des caractéristiques. Une des caractéristiques de la situation actuelle, c'est qu'on entend absolument tout, sauf les Syriens eux-mêmes. Ça, c'est un fait qui est pas nouveau, mais qui s'amplifie et qui est de plus en plus cruel et de plus en plus extraordinaire de voir à quel point personne ne s'intéresse ou n'écoute tout simplement la voix des Syriens, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur ou juste autour. Ça, c'est un fait, que ce soit les artistes ou les politiques ou les gens simplement qui veulent parler tout court, ils sont pas écoutés, ils sont pas entendus. Et le travail de nous tous, c'est de faire en sorte que ça puisse s'exprimer, parce qu'il y a des puissances extraordinaires, des organismes internationaux, des pouvoirs de toutes sortes qui mettent leur nez là-dedans, chacun avec son intérêt, et ça passe largement au-dessus des gens, et ce sont eux qui souffrent le plus. Et ça, le travail des artistes est dans ce cadre-là, comme pour les autres qui ne sont pas artistes aussi d'ailleurs. Hein. Comme la ligne rouge des armes chimiques, que tout le monde a parlé de ça, mais ils n'ont pas parlé des Syriens à l'époque. Non, c'était quelque chose de principe, d'accord. Oui. On est contre l'utilisation des armes chimiques, on est contre le fait qu'il y ait des armes chimiques de par le monde, où que ce soit, mais bon, c'était des paroles verbales, comme on disait chez moi autrefois. Et on est contre avoir des lignes rouges plus loin de nos pieds. Oui. Les lignes rouges, c'est juste ça, là, ce n'est pas plus loin. Alors, je sais pas, je comprends pas de dire un ligne rouge sur des armes chimiques et les gens se fait tuer à tous les sens. Je voulais juste réagir sur le fait le côté orphelin de cette révolution. Que ici on voudrait, que toi tu répondais que ici on voudrait que la révolution syrienne ressemble à la révolution française. En fait, j'en sais rien. Moi je me dis que pourquoi ça ne nous touche pas? Peut-être parce que la révolution syrienne ne semble pas questionner, ne semble pas inquiéter ou faire peur à la société occidentale. Parce que tout simplement, je crois qu'elle est tout simplement enrobée dans une sorte de catégorie et que voilà, là-bas, c'est des musulmans et de toute façon, ils ont toujours vécu sous des dictatures. C'est-à-dire que le côté humain, le côté ces gens-là me ressemblent, n'existe pas dans peut-être l'écho que cela fait
en Occident, tout simplement parce que, bien sûr, merci pour les médias, etc., qui aiment bien banaliser les choses, ou en tout cas les rendre comme des stéréotypes, stéréotyper les choses. Il y a ce masquage et cette catégorisation de ces révolutions qui font que nous, en Occident, les Occidentaux ne vont pas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas qui pourrait les concerner. Oui. Parce que ce qui se passe là-bas, hein? Non, mais dès le début, c'est-à-dire que les questions que posent les Syriens dans leur révolte, eh ben moi je trouve qu'on peut les poser en France, parce que ici en France aussi, la manière dont on est traité en tant que citoyen, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'exprimer, mais il y a une humiliation qui se fait aujourd'hui en Occident par rapport à la plupart de la population. Le piétinement par les puissances financières, les banques, le fric, le piétinement de l'individu et de l'humain, ça existe ici aussi. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que justement en Occident, ils arrivent à voir que ces gens-là, là-bas en Syrie, finalement, leur révolte, elle peut trouver écho parce que eux, nous aussi, on peut se révolter comme eux, exactement, oui, contre l'humiliation. Pour abonder dans votre sens, et pour revenir au problème de l'image, en fait, c'est l'image qui est donnée de telle ou telle population ou de telle ou telle fraction de la population qui est donnée en Syrie par le pouvoir. Ceux-là, c'est des bédouins, ceux-là, c'est des chrétiens, ceux-là, c'est des alaouites, ceux-là, c'est des sunnites, ce qui ne veut rien dire, parce que les sunnites, ça couvre tout l'espace social, ou arménien, ou tcherkesse, ou turkmène, ou tout ce que vous voulez. C'est le même principe de base. Que ce qui est diffusé souvent dans les médias européens sur l'image de la société européenne. Ça, c'est des Roms, ça, c'est des musulmans, ça, c'est des pauvres, ça, c'est des classes moyennes, qui est un peu flou. Ça, c'est les gens du Sud, ça, c'est les gens du Nord, les Bretons, etc., etc. C'est le même principe qui fait qu'on donne une image de telle ou telle catégorie, sans complexité, sans connaissance. Et une des choses qui, à mon avis, est très importante dans cette révolution, c'est que l'image simpliste, hein, il y a le pouvoir qui défend le peuple syrien, un seul, qui est indistinct, hein, contre les impérialistes, les méchants, qui sait, ces impérialistes, on ne dit pas qui, hein, parce que l'impérialisme iranien ou russe ou américain ou autre, bon, c'est pas défini. Hein. C'est du même type que ce qui se passe chez nous, où on oublie de regarder de près c'est qui les Roms, c'est qui les musulmans, c'est qui les classes moyennes, c'est qui les pauvres, ou c'est qui les riches, ou c'est qui les ingénieurs, etc. C'est du même type. Hormis la violence, hormis la brutalité, hormis l'impossibilité de parler. Mais c'est ça le danger. Il faut quand même pas oublier, on parle de l'image, que le communicant en image de Marine Le Pen, c'est le même que celui de Bachar. C'est monsieur Frédéric Chatillon. Il y a peu de gens qui le savent, et même si on le dit, c'est pas diffusé, mais c'est une vérité. C'est ça, c'est important, c'est le même principe. C'est le même principe. Donner une image rudimentaire, primaire, primitive, qui s'appuie sur le mépris des gens qui vont recevoir ça, qui sont censés être tellement imbéciles qu'ils vont l'avaler comme ça, et c'est ce qui ne s'est pas passé, mais que nous, on ne peut pas dire encore si ça va se passer ou non comme ça en France. Juste un mot pour répondre à mademoiselle, c'est que pendant la révolution, la révolution syrienne a été une ouverture sur le monde. Et si par malheur elle se repliait, alors qu'il y a une amertume vis-à-vis des aides internationales qui ne sont pas venues, ça serait un repli mortel, quoi. Je pense que, en tout cas pour la création et pour l'avenir de la révolution, il ne peut pas rester replié sur soi. Les actes de solidarité inter à la Syrie pendant le régime des Assad étaient très limités. On ne voyait pas des gens qui se battaient pour la solidarité avec le Vietnam ou avec je ne sais quoi. Ils n'en pensaient pas moins, mais il n'y avait pas d'action, pas comme dans les autres pays. Là, ils sont ouverts.
Ils sont ouverts, et Kaffer Nobel est un des grands exemples. Ce sont des gens d'un petit village qui sont ouverts au monde et qui font les commentaires de la vie politique du monde. Et c'est en relation directe avec ce qui se passe en Syrie. Et ça c'est une nouveauté. On va, j'interromps les gens et puis moi je me mets à parler. Elle a dit s'ils apprennent avec les expériences des autres. Bien sûr. Et moi je pense qu'ils vont apprendre parce que quand ils touchent à ça. Mais pour l'instant, ce que je voulais juste ajouter à cette idée, moi je pense que c'est la nécessité, c'est le besoin pour s'exprimer qui pousse les gens à faire tout ce qu'ils font, mais aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec rien, et aussi avec une volonté de dépasser la souffrance et de ne pas mourir. C'est ça qui est unique, moi je pense, en Syrie, qu'on s'appuie sur l'art pour ne pas mourir, pour ne pas tomber, pour ne pas dire je peux plus, je supporte plus. C'est vraiment et ce mélange de tout ça qui fait le produit artistique syrien d'aujourd'hui.